Donc, effectivement, c'est avec plaisir que je me retrouve devant vous aujourd'hui pour plancher sur le thème suivant, Pékin face au changement climatique, conversion à l'écologie ou intérêt bien compris. Donc, effectivement, comme l'a rappelé le professeur Zakai, la Chine aujourd'hui semble s'être convertie au verdissement de l'économie. Et donc l'une des questions qu'on peut se poser, c'est effectivement de savoir si on a bien une conversion à l'écologie de la part des autorités chinoises, ou au contraire, est-ce que les engagements pris par la Chine, en particulier dans le cadre de l'accord de Paris, sont véritablement des engagements qui contraignent en fait la stratégie chinoise en matière économique. Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut évidemment resituer le cas de la Chine dans les négociations climatiques internationales telles qu'elles ont lieu depuis les années 1990. Et c'est pour ça que je vais procéder en deux points. Premier point, on va un peu regarder comment s'est structuré ce qu'on appelle le régime climatique international, ce qui nous donnera déjà l'occasion de parler de la Chine. Et puis on verra dans un deuxième temps quel est le rôle que la Chine occupe dans le régime climatique international qui s'est élaboré à partir de la conférence de Paris. Le régime climatique international, en fait, se compose aujourd'hui de trois textes. Le premier texte, c'est la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui date de 1992. Le deuxième texte, c'est le protocole de Kyoto de 1997. Et ça, c'est en fait l'ancien régime climatique. Et ce que j'appelle le nouveau régime climatique, c'est quand on ajoute un troisième texte, celui qui est résulté de la COP21 qui s'est tenue à Paris en décembre 2015, où la Chine apparaît comme un acteur essentiel de ce troisième texte. Mais on ne peut pas comprendre réellement le rôle de la Chine dans le cadre de ce troisième volet si on n'étudie pas un tout petit peu ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Les épisodes précédents, qu'est-ce que c'est? C'est 1992. 1990, c'est le premier rapport du GIEC. 1992, c'est finalement l'ouverture à la signature de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui va entrer en application 2 ans après, donc en 1994. Il s'agit donc de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit d'un texte qui n'est pas contraignant, mais qui indique à plusieurs reprises que cette stabilisation des émissions de gaz à effet de serre doit se faire selon le principe d'une responsabilité commune mais différenciée. Responsabilité commune mais différenciée, et ce qu'on peut dire, c'est que assez rarement une telle formule aura fait l'objet d'une exégèse aussi fournie. Donc, responsabilité commune mais différenciée. Commune, pourquoi? Parce que, évidemment, dans la mesure où le changement climatique est un problème global, qu'une tonne de CO2 soit émise à Bruxelles ou au Cap ou à Kuala Lumpur, ça a exactement le même effet sur le climat, donc la responsabilité est commune, mais elle est différenciée en fonction de quoi? En fonction du niveau d'émission de chaque pays, en fonction de sa capacité à les réduire, en fonction également de sa contribution passée en fait au changement climatique. Et ce principe de responsabilité commune mais différenciée va s'incarner dans une liste qu'on appelle l'annexe 1 de la Convention cadre, qui va lister une quarantaine de pays qui sont amenés à faire plus d'efforts que les autres, sans que, évidemment, on précise quels sont ces efforts qui doivent être faits. Donc là, on est en 1992, on va se dire assez rapidement qu'il faut aller plus loin, et c'est la raison pour laquelle, 5 ans plus tard, on va ouvrir à la signature le protocole de Kyoto, donc 1997. Et ce protocole de Kyoto va tarder à entrer en application, puisqu'il va entrer en application qu'en 2005, suite à la ratification russe qui intervient à la fin de l'année 2004. On va reprendre ce principe de responsabilité commune mais différenciée, donc on va reprendre l'annexe 1, et dans l'annexe 1 qui devient annexe B dans le protocole de Kyoto, eh bien évidemment on a les États-Unis, mais la Chine évidemment n'est pas dans l'annexe B, pas plus qu'elle n'était dans l'annexe 1.
La différence entre le protocole de Kyoto et la Convention cadre des changements des Nations Unies, c'est que dans le cadre du protocole de Kyoto, on dit qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de un peu plus de 5%, ça sera 5,2%, 5,2% d'ici 2012 par rapport au niveau de 1990. Donc on a une année de référence, 1990, on a une année d'arrivée, 2012, et on a un taux de réduction, 5,2%. Et ce taux de réduction va être décliné pays par pays. Voilà. Et par exemple, vous voyez sur ce tableau voilà, que mettons, le Liechtenstein doit en 2012 avoir un niveau d'émission de 92% de ce qu'était son niveau d'émission de 1990. Autrement dit, doit réduire ses émissions de 8%. D'accord ? C'est pareil pour l'Espagne, vous voyez. Bon, en revanche, l'Ukraine, elle, n'a rien à faire. Et puis, le Japon doit réduire ses émissions de 6%. Et puis, l'Australie peut les augmenter de 8%. La Norvège peut les augmenter de 1%. Et la Fédération de Russie, elle, est simplement obligée, entre guillemets, de ne pas augmenter ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. J'attire votre attention, pour ceux qui s'intéressent un peu aux détails techniques, c'est que vous avez toujours une signature de plus que le nombre de pays qui figurent dans l'annexe 1 ou dans l'annexe B, parce que la communauté européenne, elle, signe pour son propre compte, et ensuite chaque pays va lui-même de son côté signer. Donc, 1997, donc, c'est le protocole de Kyoto, et le protocole de Kyoto va donner lieu à un certain nombre de débats, en particulier aux États-Unis, voyez. Et en 1997, c'est en pleine négociation sur l'application du protocole de Kyoto, vous avez une résolution qui va être votée à l'unanimité par les représentants américains, la résolution Byrd-Hagel, qui explique que finalement les États-Unis ne doivent signer aucun protocole ou aucun accord, voyez, lors des négociations de 1997, qui imposerait des réductions de gaz à effet de serre pour les parties annexes 1, à moins que ce protocole, ou les accords en question, appliquent, exigent la même chose de pays en développement. Naturellement, derrière pays en développement, il ne s'agit ni du Togo, ni du Tchad, ni du Burkina Faso, il s'agit de la Chine. Pourquoi? Parce que dès cette époque-là, finalement, les négociateurs américains considèrent qu'il est anormal que dans le cadre du protocole de Kyoto, la Chine ne soit pas traitée de la même façon que les États-Unis, c'est-à-dire ne figure pas dans l'annexe 1 et dans l'annexe B. Et à l'appui du raisonnement, on voit sur ce tableau l'évolution des émissions chinoises de CO2. Et finalement, en 1990, on est à 2 milliards de tonnes et aux États-Unis, on est à 4,8 milliards. Et au moment où est passée la résolution Byrd-Hagel, eh bien, la Chine est quasiment à 3 milliards alors que les États-Unis sont à 5 milliards. Donc en réalité, l'argument américain consiste à dire que la Chine est non seulement un pollueur majeur en matière de changement climatique, mais un pollueur dont le niveau de pollution ne cesse d'augmenter et augmente à un taux qui est bien plus rapide que n'augmentent les émissions de CO2 américaines. Là, on n'a évidemment pas toutes les années. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est autour de 2006 que la Chine va rattraper les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis, vous voyez, les émissions restent autour de 5 milliards de tonnes, et en 2006, la Chine va atteindre 5 milliards de tonnes, et aujourd'hui, la Chine est à peu près à 10 milliards de tonnes, quand les États-Unis sont un tout petit peu en dessous de 5 milliards. Donc vous voyez que, dans le fond, Trump n'a absolument rien inventé lorsqu'il dénonce la Chine, et donc, ce que les autorités américaines disaient lorsque la Chine représentait, disons, un peu plus de la moitié, disons le 2 tiers des émissions américaines, ben, évidemment, le raisonnement, si on l'admet, vaut encore plus quand la Chine représente 2 fois le niveau des émissions américaines.
Néanmoins, le protocole de Kyoto va entrer en application en 2005 suite à la ratification russe. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ce qu'il fallait pour que le protocole de Kyoto entre en application, c'est qu'on ait 55 pays qui ratifient le protocole de Kyoto et que ces 55 pays représentent 55% des émissions de CO2 des pays de l'annexe 1 en 1990. Oui, pour qu'à la fois on ait un nombre de pays suffisamment important qui ratifient, mais qu'en même temps, ce nombre de pays représente une part significative du problème. Oui, parce qu'il ne s'agissait pas d'avoir 55 signatures de pays qui polluent quasiment pas. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en 2004, la Russie va ratifier le protocole de Kyoto pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir, mais qui tiennent au fait que les calculs de réduction étant fondés sur l'année 1990 et qu'après 1990, l'effondrement du bloc soviétique a conduit à une baisse des émissions de l'ordre de 30%, dans la mesure où la Russie n'avait pas, dans le cadre du protocole de Kyoto, à réduire ses émissions, naturellement, en ratifiant le protocole de Kyoto, la Russie, non seulement avait atteint ses objectifs, puisqu'elle était à moins 30 au lieu d'être à 0%, et en plus, elle disposait à ce moment-là d'une quantité importante de permis d'émission qu'elle pouvait vendre à d'autres pays. Donc, tout ça explique qu'à partir de 2005, effectivement, le protocole de Kyoto va entrer en application, et c'est pour ça que le système européen d'échange de permis d'émission date de 2005. Mais évidemment, en 2005, c'est près de 2012. 2012, c'est la fin du protocole de Kyoto. Et donc, cette fin du protocole de Kyoto arrivant, en 2007, à Bali, on fait une feuille de route avec l'idée qu'en 2009, à Copenhague, eh bien, on va parvenir à un accord qui entrera en vigueur en 2012. Donc, on se dit finalement, entre 2009 et 2012, on a 3 ans pour faire le tuilage entre les deux systèmes, et ça va très bien se passer. Le problème, comme vous le savez, c'est que ça ne s'est pas très bien passé et que les États-Unis et la Chine se sont opposés et aucun des deux n'a voulu prendre d'engagement dans le cadre du futur traité destiné à lutter contre le changement climatique. Les négociateurs européens, eux, ont conditionné dans les COP suivantes la prolongation du protocole de Kyoto à l'engagement des grands pollueurs à arriver à un accord en 2015. Oui, dans la mesure où les Européens ne voulaient pas prolonger le protocole de Kyoto indéfiniment pendant que les autres les regardaient réduire leurs émissions de CO2. Et donc, c'est ainsi que, lors des COP suivantes, le protocole de Kyoto a été prolongé de 2013 à 2015, puis ensuite de 2015 à 2020. C'est ce qu'on appelle Kyoto 2. Et Kyoto 1, c'est le Kyoto standard. Kyoto 2, c'est cette seconde phase donc, du protocole de Kyoto qui s'ouvre à partir de 2012. La grosse difficulté dans le passage de Kyoto à ce qu'on a appelé à l'époque le post-Kyoto, c'était que finalement le protocole de Kyoto faisait peser le poids de l'ajustement sur les pays qui avaient créé le problème, la quarantaine de pays que je vous ai montré tout à l'heure, qui sont globalement d'anciens pays industrialisés qui sont membres de l'OCDE, et donc il fallait faire passer le poids de l'ajustement des pays qui avaient, ou élargir le poids de l'ajustement, des pays qui avaient créé le problème aux pays qui allaient le créer et qui allaient renforcer l'effet de serre. Et évidemment, quels sont les pays qui allaient renforcer l'effet de serre? Comme vous voyez ces projections, c'est évidemment les BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine, et en particulier, évidemment, la Chine. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, la Chine est passée de 2 milliards et quelques de tonnes dans les années 70 à 10 milliards aujourd'hui, sur 30 milliards de tonnes de CO2 émis dans le monde. Donc toute la difficulté, en fait, ça a consisté à quoi faire? Ça a consisté à passer d'un système qui enjoignait les anciennes nations industrialisées à réduire les émissions de CO2 à un système où le poids de l'ajustement devait être élargi aux pays qui allaient aggraver le changement climatique. Parce que, évidemment, dans le même temps, les pays de l'annexe 1 avaient réduit leurs émissions de CO2, non pas de 5%, mais d'environ 13,7%.
Si bien que la part des émissions de CO2 des anciennes nations industrialisées dans les émissions totales ont considérablement diminué. Pourquoi? Elles ont diminué d'une part parce qu'elles ont diminué en volume absolu, mais elles ont aussi diminué en volume relatif parce que les émissions des autres pays, les émissions mondiales ont augmenté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les pays de l'annexe 1 qui représentaient en 1990 40% des émissions mondiales n'en représentent qu'une dizaine de pourcents. Alors, évidemment, toute la difficulté, c'était de mettre les États-Unis et la Chine dans la boucle. C'était pas évidemment facile dans la mesure où, pour les raisons que je vous ai expliquées, les États-Unis ne voulaient pas entendre parler d'une contrainte sur leur économie et que les Chinois expliquaient à qui voulait l'entendre que de toute façon, le changement climatique était une sorte de complot inventé par les Occidentaux pour brider leur croissance économique. Donc il a fallu, pour arriver à un accord, changer de méthode de négociation, et ce changement de méthode de négociation qui a donné lieu à l'accord de Paris a consisté non pas à partir du climat et d'objectifs climatiques et de décliner ces objectifs pays par pays, mais de partir des pays et de demander aux différents pays qu'est-ce qu'ils étaient prêts à faire pour lutter contre le changement climatique. C'est ce qu'on a appelé les contributions déterminées au niveau national. Et finalement, l'accord de Paris, qu'est-ce que c'est? L'accord de Paris, c'est un accord qui va regrouper un certain nombre de contributions déterminées au niveau national. Ces contributions déterminées au niveau national vont être, d'un certain point de vue, juxtaposées les unes aux autres, avec cet objectif que finalement, on va arriver à stabiliser la hausse des températures terrestres à 2 degrés Celsius et si possible à 1,5 degré. Si on regarde ces différentes contributions, on s'aperçoit qu'il y en a de 3 types. Je passe rapidement. Le premier type de contribution, ce sont des contributions qui vont utiliser des indicateurs de quantité. C'est par exemple, vous voyez, le Canada qui s'engage à diminuer de 30% ses émissions de CO2 en 2030 par rapport aux émissions de 2005. La deuxième type de contribution, ce sont les contributions où on va utiliser des indicateurs d'intensité. C'est-à-dire qu'on ne va pas se focaliser sur les émissions totales de CO2, mais vous voyez, s'agissant de la Chine, il s'agit, de réduire les émissions de CO2 par unité de PIB, c'est-à-dire vous prenez les émissions de CO2 et vous les divisez par le PIB chinois, donc c'est un indicateur d'intensité. Et donc cet indicateur d'intensité, nos amis chinois nous disent qu'ils vont le réduire de 60 à 65% d'ici 2030 par rapport à 2005. Et vous avez cet indicateur-là qui consiste à dire que cet objectif-là, qui consiste à dire qu'autour de 2030, on stabilisera les émissions de CO2, mais sans indiquer premièrement quel sera le niveau d'émissions de CO2 en 2030 et quel sera ensuite le taux de réduction de ces émissions de CO2. Et puis vous avez troisième catégorie d'indicateurs, troisième catégorie d'engagement, les engagements de pays qui, tels que l'Arabie Saoudite, expliquent qu'un jour ils réfléchiront à une question aussi importante que le changement climatique. Donc on a, vous voyez, 3 types de contributions déterminées au niveau national, 2 catégories sérieuses et une 3e catégorie qui est plutôt pour rire. Alors, évidemment, la Chine a pris des engagements et en fait c'est 1 an avant la convention de Paris, avant le sommet de Paris, que lors du sommet Asie-Pacifique qui se tient en Chine, le président américain de l'époque, Obama, et le déjà président de l'époque, Xi Jinping, vont faire une déclaration commune disant qu'ils s'engagent en fait dans la lutte contre le changement climatique. Et ils vont annoncer un certain nombre d'objectifs qui vont être repris mot pour mot dans la convention dans l'accord de Paris. Ce qui m'amène au 2e point de cet exposé, pourquoi est-ce que la Chine a changé d'avis? Qu'est-ce qui fait qu'on a un pays qui pendant des années explique qu'il est hors de question qu'elle s'engage dans la lutte contre le changement climatique, à une situation où finalement elle s'engage dans le cadre de l'accord de Paris. Alors on peut identifier un certain nombre de raisons. La première raison, elle est liée
à l'augmentation de la pollution de l'air en Chine. Alors, évidemment, les gens vont vous dire la pollution, ça n'a rien à voir avec le changement climatique. En fait, ça dépend. Et on va voir de quoi ça dépend. Il est clair qu'au milieu des années 2000, la situation de la pollution de l'air en Chine est devenue insupportable. Hein. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur cette question, les chiffres, c'était 600 000 morts par an. En 2014, il y a une étude qui est sortie sur la base de chiffres chinois qui indique que la pollution de l'air en Chine, c'est 1 600 000 morts par an. Donc, ça veut dire quoi, à peu près 17% de la mortalité annuelle en Chine. Donc, et quand on donne ce chiffre, évidemment, on n'inclut pas les gens qui sont malades, les arrêts de travail, les villes qui sont bloquées, les aéroports qui sont fermés, etc. etc. Donc, un gros problème de pollution de l'air qui, évidemment, remet potentiellement en cause la légitimité du Parti communiste. Puisque finalement, depuis le 17e congrès, qui est ici en 2007, l'objectif affiché du Parti communiste chinois, c'est la société d'harmonie, le fait d'améliorer les conditions de vie des gens en augmentant la taille de la classe moyenne. Le fait de ne pas pouvoir sortir dans la rue sous peine de mourir n'est pas un élément qui légitime d'un certain point de vue ou qui conforte la capacité du Parti communiste chinois à atteindre ce type d'objectif. D'autant plus que de toutes les pollutions, il faut reconnaître que la pollution de l'air est celle qui est la plus égalitariste, puisque à la différence de la pollution de l'eau ou de la pollution des sols, elle touche toutes les catégories sociales, et en particulier dans les grandes villes, les cadres, que ce soit les cadres des entreprises privées, les cadres du Parti communiste et les cadres des sociétés occidentales qui sont expatriés en Chine. Donc là, il y a vraiment un gros problème et c'est le moment où on va voir apparaître le néologisme suivant, celui d'Airpocalypse. Donc, il y a bien un rapport entre la pollution de l'air et le changement climatique en Chine. Pourquoi? Mais parce qu'il se trouve, c'est que le mix énergétique chinois est basé à 66% sur du charbon. Donc, lorsque vous luttez contre la pollution de l'air, vous luttez contre l'émission de microparticules 10 ou 2,5, mais en même temps, vous luttez contre l'utilisation de combustibles fossiles. Donc, vous luttez contre les émissions de CO2. Donc là, vous avez bien une jonction entre un objectif de politique intérieure et un objectif de politique internationale. Donc voilà une première explication possible. C'est-à-dire que comme il faut lutter contre la pollution de l'air, il faut reconnaître que ça tombe drôlement bien quand on a un mix énergétique à 60% fondé sur le charbon, et à ça vous ajoutez une vingtaine de pourcents fondés sur le pétrole. Bon, après vous avez un peu d'hydroélectricité, un peu de nucléaire, etc. Mais l'essentiel, c'est quand même du charbon. Donc en luttant contre les émissions de microparticules, effectivement, vous luttez contre les émissions de CO2. Et puis à ça s'ajoute une deuxième thématique, toujours environnementale, c'est que, effectivement, on commence en Chine à se rendre compte que le changement climatique va avoir des effets sur le climat, sur la météo en Chine, dans un pays qui a 7% des terres agricoles mondiales et 20% de la population mondiale. Et donc, toujours eu des problèmes d'alimentation en Chine, mais évidemment, on n'a pas intérêt à les accroître, parce que, évidemment, par derrière, vous avez des risques liés à la désertification, d'autant plus que dans le même temps, la surface de terre agricole se réduit. Pourquoi? Parce que comme il y a de plus en plus d'habitants, et que depuis les années 2007-2008, plus de 50% de la population chinoise vit en ville, et que la taille des appartements s'accroît, puisqu'en l'espace de 30 ans, on est passé de 10 mètres carrés par habitant à 36 mètres carrés, évidemment, il faut construire des autoroutes, il faut construire des villes nouvelles, il faut construire des immeubles, des infrastructures, etc., etc. Et que, évidemment, tout ça, c'est pris sur des terres agricoles. Et en plus, évidemment, il faut de l'eau pour faire vivre tous les gens qui vivent en ville. Et évidemment, ça conduit aussi à ce que vous ayez un certain nombre de terres agricoles qui ne sont pas prises dans le tissu urbain, mais qui deviennent non cultivables à cause de ça. Sans compter évidemment la présence de villes sur le littoral, je veux dire que ce soit Shanghai, que ce soit Hong Kong, que ce soit le delta de la rivière des Perles avec Macao, qui est quand même l'un des grands centres industriels de la Chine. On se rend compte qu'on n'a peut-être pas non plus intérêt, lorsqu'on est un dirigeant chinois, à ce que le niveau de la mer augmente, à ce qu'il y ait des tornades, des cyclones, des typhons, qui risquent d'endommager un certain nombre d'installations. Ça, c'est la première explication, qui est une explication, vous voyez, qui repose
à la fois sur la prise de conscience des problèmes de pollution et de changement climatique liés à potentiellement une perte de légitimité du Parti communiste vis-à-vis de la population. Le deuxième élément qui vient également à l'appui d'un changement de stratégie chinoise, c'est le formidable potentiel des technologies vertes. C'est-à-dire que les industriels et le gouvernement chinois vont se dire que finalement, les technologies vertes, ce sont des technologies qui vont prendre une importance considérable dans les années qui viennent. Bon. La Chine fait un gros effort en matière, vous voyez, de recherche et de développement de manière générale, vous voyez, puisque en 2006, elle était au 6e rang mondial en matière de financement de la recherche, et en 2016, elle est passée au deuxième rang. C'est de 23e rang en 2006 au 15e rang en 2016. Et donc, comme on est dans une économie qui est extrêmement dépendante de l'État, eh bien, les industriels chinois reçoivent une aide massive de la part du gouvernement. Par exemple, en 2017, la Chine a annoncé qu'elle allait aider à hauteur de 360 milliards de dollars d'ici 2020 un certain nombre d'industries qui avaient à voir avec, qui ont à voir avec la production d'électricité renouvelable ou à basse intensité carbone. Donc 144 milliards pour le solaire, 100 milliards pour l'éolien, 70 milliards pour l'hydroélectricité et le reste pour les centrales nucléaires. Ce qui fait que, en l'espace de quelques années, dans le domaine d'ailleurs des énergies vertes, comme dans le domaine d'autres domaines tels que par exemple le transport ferroviaire, eh bien, sont apparues des entreprises dont personne n'avait jamais entendu parler avant et qui deviennent aujourd'hui des leaders sur le marché. Par exemple, dans le domaine des panneaux solaires, vous avez Jinko Solar, Trina Solar, JS Solar, Suntech, qui font partie des 10 plus importants fabricants de panneaux solaires dans le monde. Et évidemment, le grand intérêt d'être une entreprise chinoise, c'est que comme vous avez potentiellement 1,4 milliard de consommateurs, ben vous pouvez faire des économies d'emblée, des économies d'échelle d'emblée, rien que sur le marché intérieur. Quitte, comme on le disait tout à l'heure, à installer des panneaux solaires que vous n'allez pas connecter au réseau, parce que ça existe aussi, mais néanmoins, vous voyez, ça vous permet de pouvoir réduire le marché intérieur, vos coûts de production, et puis vous pouvez également partir à la conquête de marchés extérieurs en faisant fabriquer vos panneaux solaires à l'étranger. C'est notamment le cas avec la Malaisie. Le grand intérêt de faire fabriquer, quand vous êtes une entreprise chinoise, vos panneaux solaires en Malaisie, c'est que finalement c'est comptabilisé comme des exportations malaisiennes, donc ça vient réduire, toutes choses égales par ailleurs, l'excédent commercial chinois vis-à-vis des pays occidentaux. Et puis, vous avez une troisième raison qui peut venir à l'appui du changement d'attitude chinoise qui intervient donc dans les années 2013, 2014, 2015, c'est ce qu'en relations internationales on appelle le soft power, c'est-à-dire le pouvoir de séduction. Bon, pourquoi ? Parce qu'il est difficile pour la Chine de faire valoir son pouvoir de séduction en matière de respect des droits de l'homme, en matière de liberté de la création cinématographique, etc. etc. Bon. Et ce, d'autant plus qu'avec le nouveau gouvernement, on est plutôt sur un resserrement des boulons. Donc, vous avez quoi ? Vous n'avez pas grand-chose, en fait, sur beaucoup de domaines dans lesquels la Chine peut apparaître comme un exemple. Et évidemment, le climat peut apparaître, vous voyez, comme quelque chose de tout à fait positif, puisque on peut voir dans le climat une espèce d'objet de coopération internationale. Et d'ailleurs, il est assez intéressant de voir que depuis 2015, la Chine défend sans discontinuer l'application de l'accord de Paris. Bon, alors, très très soucieux, expliquait-elle, surtout après l'élection de Donald Trump, du respect des accords internationaux. Et on est tout à fait ravis de voir que la Chine respecte les accords internationaux.
On espère que, évidemment, cet engouement pour le respect des accords internationaux va s'étendre, par exemple, à la Convention sur le droit de la mer, ou des choses comme ça, où là, pour le coup, la Chine est beaucoup moins regardante, puisqu'elle veut interdire le droit de passage inoffensif dans la zone des 200 000 nautiques. Donc, mais là, effectivement, le climat, c'est son truc. La Chine explique que, malgré le retrait américain, elle veut rester dans l'accord de Paris. Et finalement, c'est une stratégie qui marche plutôt bien, vous voyez, puisque finalement, vous avez des grands défenseurs de la République populaire de Chine dans les démocraties occidentales, au point même qu'on va vous expliquer que la Chine est devenue leader en matière de verdissement de l'économie. Tout se passe un peu comme s'il y avait une sorte d'échange, c'est-à-dire qu'en 1992, en interne, le gouvernement chinois, après, donc 3 ans après le massacre de la place Tiananmen, échange l'absence de liberté politique contre une promesse d'enrichissement. Ça, c'est ce qui va finalement être le socle, à la suite du voyage dans le sud de Deng Xiaoping en 1992, de la politique qui va être menée en Chine depuis cette période. Et avec l'accord de Paris, la Chine procède aussi à un autre échange, c'est-à-dire que finalement, son investissement dans l'accord de Paris est échangé contre une absence de critique des violations des droits de l'homme à domicile. Et d'ailleurs, on voit bien, il a fallu des mois et des mois avant qu'on se demande pourquoi est-ce que 1 million d'Ouïghours avait disparu des écrans radars. Donc, là, vous voyez, on peut aussi expliquer que vous avez une recherche de soft power chinois qui ne marche pas très bien, vous voyez, dans d'autres domaines. Les instituts Confucius sont pointés du doigt un peu partout dans le monde, mais la question du climat, au contraire, elle apparaît, vous voyez, comme quelque chose de tout à fait positif pour la Chine. Alors, évidemment, la question qui se pose une fois qu'on a dit tout ça, c'est est-ce que finalement la Chine va respecter ses engagements? Et est-ce qu'on peut la considérer comme un leader en matière de lutte contre le changement climatique? La réponse, c'est que très probablement que la Chine peut respecter ses promesses. Elle le peut, pourquoi? D'abord parce que, finalement, elle n'a pas promis grand-chose. Lorsque elle indique qu'elle va réduire de 60 à 65% son intensité carbone, d'accord? Ça, c'est quelque chose que tous les pays font depuis la révolution industrielle. Si vous prenez ce tableau, là, j'ai noté le nombre de grammes, enfin le nombre de kilos, pardon, d'émissions de CO2 par dollar de richesse créée. Donc, si vous prenez la Chine, en 1971, elle émettait 3,5 kg. En 1990, 2,2 kg, et en 2016, 930 grammes. Donc lorsque vous êtes un négociateur chinois, évidemment vous adorez les indicateurs d'intensité, et vous les adorez parce que, en plus, vous évoquez ça, c'est-à-dire le pourcentage. Donc en fait, vous évoquez un pourcentage d'évolution sur un indicateur d'intensité. Et donc, quand vous voyez ce tableau, vous allez dire, voilà, on a réduit entre 1990 et 2016 notre intensité carbone de 59%, pendant que les États-Unis sont bien moins bons que nous, puisqu'ils les ont réduits simplement de 46%. Sauf que, en réalité, vous vous rendez compte, c'est qu'en 2016, la Chine émet 930 grammes de CO2 par dollar de richesse créée, alors que les États-Unis en émettaient que 870 grammes dès 1971. C'est-à-dire que quand il y avait des astronautes américains qui marchaient sur la Lune, les émissions de CO2 par point de PIB aux États-Unis étaient déjà inférieures à ce qu'elles sont en Chine en 2016. Donc il faut faire attention dans la présentation des indicateurs et la présentation des pourcentages d'évolution. Donc, quand on regarde ça, on se dit, mais ça ne veut pas dire du tout que l'économie chinoise n'est pas bonne, c'est tout simplement que lorsque vous êtes très loin de la frontière technologique, les possibilités d'amélioration sont évidemment beaucoup plus grandes. Donc c'est ce qui explique évidemment que vous avez des taux d'amélioration qui sont bien supérieurs, mais qu'ils le sont pourquoi? Parce que vous êtes bien plus mauvais que les autres. C'est-à-dire que là, le rapport entre les émissions américaines et les émissions chinoises, c'est 3,2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour $1 de richesse créée, la Chine émet 3 fois plus de CO2 que les États-Unis. Et il y a un phénomène évidemment qui va aller dans le sens
d'une stabilisation des émissions de CO2 en Chine, c'est la baisse de la part de l'industrie. Pourquoi? Parce que la Chine est en train de devenir une économie de service. Et évidemment, pour 1 dollar de richesse créée par le système bancaire, on émet moins de CO2 que 1 dollar de richesse créée par l'industrie. Et donc on s'aperçoit qu'entre 2007 et 2016, eh bien, l'industrie est passée de 48% du PIB à 40%, pendant que les services sont passés de 40 à 52%. Donc ça contribue, si vous voulez, à ce qu'on ait bien une courbe logistique en matière d'émissions de CO2 et que, a priori, les émissions seront probablement stabilisées aux alentours de 2030. Vous voyez, ce qu'il faut essayer ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que les engagements chinois sont des engagements qui ne la contraignent pas. Ce sont des engagements qui correspondent soit à l'évolution naturelle de l'économie, c'est-à-dire le fait qu'on émet de moins en moins de CO2 par unité de PIB. Et ça, c'est depuis la révolution industrielle. Là, il y a des collègues économistes comme Percebois, Gasperini, leur manuel sur l'économie de l'énergie montre toujours une décroissance de la quantité d'énergie par point de PIB créé. Alors évidemment, si votre PIB augmente plus vite que votre intensité énergétique ne décroît, vous consommez de plus en plus d'énergie. Mais si aujourd'hui, par exemple, la Belgique avait la même intensité énergétique qu'en 1960, elle consommerait peut-être 3, 4, 5 fois plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Donc en réalité, finalement, la Chine ne fait jamais, voyez, que de se situer dans une perspective d'évolution. Vous voyez qu'on constate dans le monde entier, on constate aux États-Unis, qui n'en ont eu jamais rien à faire du changement climatique. Donc ça, c'est un premier point à noter, vous voyez, c'est qu'on a bien là, et c'est un thème récurrent en économie politique internationale, on a bien une interaction extrêmement forte entre des objectifs de politique intérieure et des objectifs de politique internationale. Alors, dernier élément, puisque le temps passe, sur lequel je vais conclure, c'est que finalement, est-ce que la Chine est exemplaire? Alors, beaucoup de gens disent que la Chine est une puissance hégémonique en matière, une puissance leader en matière de lutte contre le changement climatique. On peut en douter. Parce qu'en théorie des relations internationales, pour être leader, il faut poursuivre un objectif qui dépasse vos intérêts immédiats. Alors là, on voit bien que l'objectif qui est poursuivi par la Chine est un objectif qui est tout à fait conforme à ses intérêts immédiats. Alors, quand on regarde un peu les derniers chiffres, ce à quoi on faisait allusion tout à l'heure, eh bien, on se rend compte que il y a un certain doute, voyez, qui préside sur la capacité de la Chine d'aller au-delà de ce à quoi elle s'est engagée dans l'accord de Paris. Pourquoi? Mais parce que, évidemment, la Chine essaye de modifier son mix énergétique en faveur des énergies vertes. Éolien, solaire, nucléaire, puisque c'est ces trois énergies, plus l'hydraulique, qui sont inclus dans ce qu'en Chine on appelle les énergies vertes. Donc on a bien une diversification du mix énergétique, mais en même temps, ce dont on se rend compte, c'est que cette diversification n'est pas suffisante pour compenser l'augmentation de production d'énergie qui est nécessaire pour faire fonctionner l'économie chinoise. Donc on a bien effectivement, si vous prenez les dernières années, en 2017, vous voyez, la production d'énergie solaire a augmenté de 78% en 2017, 44% en 2018. L'énergie éolienne, c'était 27 et 21%, l'hydroélectricité 1,7 et 1,9%, et le nucléaire 16 et 18%. Tout ça, ça représente quoi? Ça représente une production d'électricité de 147 TWh. Mais pendant ces mêmes années, l'économie chinoise a eu besoin de 465 TWh supplémentaires. Donc, l'augmentation de l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'économie chinoise est bien supérieure à l'augmentation de la production par ces énergies vertes. Et donc, pour combler l'écart, qu'est-ce que font nos amis chinois? Ils installent des centrales à charbon. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que, par exemple, en 2018, eh bien, les autorités chinoises avaient installé pour 259 gigawatts de nouvelles capacités de centrales à charbon, et que ces 259 gigawatts de nouvelles capacités représentent à peu près
la totalité de la capacité des centrales à charbon américaines. La totalité de la capacité des centrales à charbon américaines. Et qu'il y a 2 rapports qui sont sortis les dernières semaines qui montrent qu'aujourd'hui Pékin serait sur le point de relever son plafond de capacité de production à partir du charbon, puisque dans le dernier plan quinquennal, le 13e, on fixait la production maximale d'électricité liée au charbon à 1100 gigawatts, et qu'on pourrait augmenter en fait cette proportion de 20 à 40%. Et à ce moment-là, si effectivement les producteurs d'électricité avec du charbon obtenaient en fait cette augmentation, alors là, il n'est pas sûr que la Chine serait en ligne avec les engagements qu'elle a pris à Paris. Donc voilà quelques éléments d'appréciation, vous voyez, qui amènent à nuancer fortement l'idée que la Chine serait un leader en matière de lutte contre les émissions de CO2 et contre les émissions de gaz à effet de serre. En fait, si on veut revenir un peu sur, et en conclusion, c'est le mot de la fin, sur le point de départ de mon exposé, c'est que s'il y a un groupe de pays qui a été leader en matière de lutte contre le changement climatique et qui l'est toujours, c'est évidemment l'Europe. Pourquoi? Parce que sans l'Europe, on n'aurait pas aujourd'hui un régime climatique international. Il suffit de regarder les objectifs de réduction des pays européens, qui d'ailleurs continuent sur cette voie, alors même qu'ils représentent qu'une part absolument négligeable des émissions de CO2 totales. Et que la Chine, effectivement, c'est un pays qui vient en appui, mais qui ne peut en aucun cas être considéré comme un pays leader, dans la mesure où elle ne prend sur le plan international que des objectifs qui coïncident étroitement avec ses objectifs de politique intérieure. Je vous remercie.